tout va bien. On sera aussi en ligne avec la Mongolie, où il est actuellement 19 heures et où nous attendent, je l'espère, notre coordinatrice mongole Oulzi et peut-être Enerel aussi, qui, avec Oulzi, accompagne et accueille évidemment régulièrement nos voyageurs dans ce pays. Voilà. Eh bien, vous avez le programme. Nous partons donc au pays des steppes, une immensité sauvage où la liberté prend vraiment tout son sens. Bienvenue en Mongolie. Et grand merci à ma collègue Liana pour la réalisation de cette vidéo, comme pour chaque webinaire. Si vous avez suivi les précédents webinaires, bah, vous avez commencé à me connaître, hein. Je m'appelle Patrick Wasserman, je dirige l'association Rencontre au bout du monde que nous avons fondée au début de l'année 2000 avec quelques amis passionnés d'Asie et de voyages et surtout de rencontres. Et depuis cette époque, nous avons décidé de vous proposer de partir à la rencontre de nos amis chez l'habitant et surtout loin des sentiers battus que vous proposent les très nombreuses agences touristiques occidentales ou locales. La rencontre, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous anime. Et l'idée de base était très simple, hein, faire des personnes qui reçoivent les voyageuses et les voyageurs, les touristes, les principaux artisans de cette rencontre. Et si j'utilise le mot artisan, c'est pas par hasard, car chez Rencontre au bout du monde, nous sommes tous sauf des industriels du voyage. L'artisanat, dans le voyage, comme dans tous les domaines, vous garantit avant tout un haut niveau de savoir-faire et donc de qualité, une authenticité qui fait que votre voyage ne ressemblera à aucun autre, un impact local positif sur tout ce qui est vivant. On parle même de plus en plus de tourisme régénératif et une relation humaine privilégiée et responsable puisque vous serez en contact direct avec ces artisans de rencontres pour partager leur quotidien, leurs coutumes, échanger sur vos histoires de vie respectives. Alors c'est dans cet état d'esprit que nous menons tous nos projets, pour le plus grand bonheur des voyageuses et des voyageurs, tout comme pour celui de vos hôtes. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qui préside au label Tourisme équitable, dont Rencontre au bout du monde est à la fois un détenteur et un défenseur acharné, un label qui garantit aux touristes l'application des principes du commerce équitable dans l'organisation d'un voyage et qui engendre des relations exceptionnelles et des moments intenses de rencontre et d'humanité. Alors, si elles sont avec nous, je voudrais vous présenter Oulzi et NRL avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est 19 heures actuellement à Oulan-Bator. Oulzi, je pense t'avoir aperçu. Est-ce que tu es là? Et si oui, juste un petit mot de bienvenue pour voir déjà si tu es bien là et puis si on t'entend bien. Oulzi, Oulzi, Oulzi. Alors oui, Alors, elle est là, mais elle a son micro coupé. alors, Oulzi, ton micro serait coupé. Ben oui, c'est nous qui avons coupé les micros. Bonjour, Bonjour Oulzi, comment ça va? ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bah, merci d'être là en tout cas. On va te donner la parole tout à l'heure. Il fait quelle température à Oulan-Bator en ce moment?
Hier, il a fait très froid, -29, presque Waouh, 30. oh, Aujourd'hui, ça va mieux. Dans la journée, il a fait -24. La nuit, c'est beaucoup mieux, moins effectivement. 36. Ok, bon, à tout à l'heure, Oulzi. Je ne sais pas si NRL est là aussi. NRL? Non, il n'est pas là. Il n'est pas disponible. Il D'accord, travaille oui, dans un bureau. d'accord. Ah, parce elle m'avait dit qu'elle arriverait à venir. Bon, on verra bien un peu plus tard si elle est là. Ah, d'accord. Euh, ok, ok. Bon, alors, juste pour vous faire un petit peu l'historique, on a commencé à nous intéresser à cet immense pays, la Mongolie, en 2005. C'est seulement à partir de l'été 2010 qu'on a pu y proposer nos premiers départs. Et puis, il y a eu beaucoup de succès tout de suite, puisque je regardais, on a eu 7 groupes le premier été, dès le premier été, en 2010. Alors en Mongolie, comme dans beaucoup d'endroits, il n'existait que peu d'offres de voyages alternatifs. Même si le pays est aussi immense, la plupart des touristes se rendent à peu près presque tous dans les mêmes endroits. Disons qu'il y a des points d'attraction et il n'y en a pas finalement tant que ça en Mongolie, même si le pays est très grand. C'est pourquoi on a commencé à nous intéresser à des régions inconnues ou moins connues du public et même des agences locales, en commençant notamment par les provinces et les minorités du sud-ouest, du sud-est pardon, du pays, notamment dans la région de d'Ariganga. Plusieurs missions de terrain ont été menées en 2008, en 2009 par notre président de l'époque, que certains connaissent, Michel Biroust, qui est un grand voyageur et un spécialiste du monde himalayen, de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud. C'est quelqu'un qui, après avoir découvert Rencontre au bout du monde lors de son voyage avec nous aux Anscars en 2001, a largement contribué ensuite à la création de nos séjours au Népal, au Tibet et en Mongolie, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est pas, il sera avec nous sinon, mais je pense qu'il est encore dans le nord de l'Inde en ce moment. Et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que c'est lui qui animera le 8 janvier un prochain webinaire sur le Népal. Il connaît le Népal comme sa poche, je dirais. C'est lors de ces missions donc, que Michel, en 2008 et 2009, a pu identifier des familles qui étaient prêtes à s'impliquer en écoutant leurs envies et leurs besoins. Et grâce à ce réseau de différents acteurs locaux, il a pu esquisser ce qui allait devenir les 3 itinéraires que nous proposons aujourd'hui en Mongolie et dont je vous parlerai dans quelques instants. Lors de ces missions, il a été aidé donc, par son interprète mongol Ulzi, qui s'est particulièrement illustré par son engagement et la compréhension de notre éthique, de l'éthique du tourisme équitable. Et aujourd'hui, c'est elle, Ulzi, qui coordonne l'ensemble de nos séjours dans ces régions, les accompagne parfois et souvent avec son mari que personne ne pourra oublier, Baïkal. Peut-être on va la voir avec nous tout à l'heure. La Mongolie est un gigantesque pays de plus d'1,5 million de kilomètres carrés, soit presque 3 fois la France, enclavé entre la Russie et la Chine et sans accès à la mer. Elle se distingue par son immensité, comme je le disais, des paysages très variés, finalement, des steppes évidemment à perte de vue, des plateaux d'altitude, des montagnes, des déserts, des rivières, des lacs et une population seulement de 3,5 millions d'habitants, dont la moitié se concentre dans la capitale Ulaanbaatar. Il s'agit en Mongolie, c'est la plus faible densité du monde, avec moins de 2 habitants par kilomètre carré. Donc on trouve des étendues quasiment vides, vides d'humains, hein, et moi, j'ai toujours trouvé amusant de considérer qu'en Mongolie, il y a plus de chevaux que d'humains. Il y a 5 millions de chevaux, le cheptel de la Mongolie, c'est 5 millions de chevaux, et comme je vous disais, pour 3,5 millions d'humains seulement. La culture mongole, elle est profondément liée aux chevaux, liée à la steppe, liée au rythme des saisons. On y retrouve dans cette culture un mélange unique de traditions nomades, d'artisanat, vous le verrez, de musique traditionnelle avec les fameux chants diphoniques et de profondes croyances, enfin des croyances qui sont profondément ancrées et qui sont toujours en lien avec la nature. Et notamment un chamanisme qui reste assez présent, même très présent, particulièrement d'ailleurs dans les régions rurales. Et côté religion pardon, et spiritualité,
le bouddhisme tibétain occupe une place aujourd'hui prédominante. Beaucoup de Mongols continuent de vivre dans des habitats traditionnels, les fameuses yourtes, qui sont confectionnées, fabriquées en laine de mouton, ou pour certains d'entre eux, de passer la saison estivale sous la yourte, même quand ils habitent le reste du temps en ville. Et cet héritage culturel, qui est très riche, hein, et très vivant encore, fait de la Mongolie un pays à la fois fascinant, authentique, profondément et fièrement attaché à ses traditions, qui sont surtout des traditions nomades. Partout dans le monde, il est dit que dans la tradition nomade, un voyageur de passage sera toujours considéré par un nomade comme un autre nomade. Et l'hospitalité, donc, qui est au cœur du nomadisme, particulièrement en Mongolie, où les étendues sont donc immenses et isolées, rendent la solidarité, hein, cette hospitalité rend la solidarité indispensable. Ouvrir sa yourte à un voyageur, qu'il soit ami ou voisin ou même inconnu, ce qui est le cas des touristes, est donc une règle ancestrale, héritée de ce mode de vie qui est fondé sur l'entraide, je disais la solidarité, la survie en milieu naturel. Le visiteur, les visiteurs, en général, le visiteur est accueilli sans être particulièrement interrogé, tout à fait naturellement, et immédiatement invité à boire du thé, ou du thé salé, hein, du thé au lait, du thé au beurre salé, ou du lait de jument fermenté, l'érag, ou même de la vodka mongole parfois, ou l'arki, hein, qui est l'alcool fort fabriqué localement. Donc il y a une grande générosité. Cette générosité n'est pas un geste exceptionnel, hein, c'est une norme finalement culturelle assez profonde, même très profonde. Accueillir l'autre, honorer les esprits de la steppe, perpétuer une tradition qui maintient des liens humains très très forts. Et c'est justement cette incroyable générosité, j'arriverai à le dire, générosité de l'accueil que vous allez vivre en partant en Mongolie avec Rencontre au bout du monde. Comme vous le savez, chez Rencontre au bout du monde, nous donnons du temps au temps et surtout du temps pour la rencontre. Nous pratiquons par conséquent un tourisme plutôt lent, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'y ennuyer. Au contraire, profiter à fond de lieux qu'on visite, des personnes qu'on rencontre, c'est là toute la différence et c'est ce dont vous vous souviendrez le plus. Une véritable rencontre immersive au sein de cette population nomade qui vous recevra et vous hébergera. Trois itinéraires, comme je disais tout à l'heure, vous sont proposés aujourd'hui en Mongolie par Rencontre au bout du monde, entre juin et septembre. Trois aventures humaines différentes. Deux séjours dans la province de, alors je vais le prononcer à la française, pardon, Ulzi, l'Arkhangai. L'un de ces deux séjours mordant également sur ce qu'on appelle le Petit Gobi, à une journée de route environ et de piste à l'ouest de la capitale Ulaanbaatar. Et le troisième circuit, de l'autre côté, dans la partie est du désert de Gobi, que l'on atteint en 2 jours de route et de piste pour arriver dans cette région, au bout du monde, vraiment au bout du monde, située à une cinquantaine de kilomètres à peine de la frontière chinoise. Le premier de ces séjours dans l'Arkhangai vous fera rester 15 jours sur place, 17 jours avec les vols. C'est un parcours qui, par de très courtes et faciles randonnées à pied, nous mène de campement de yourte en campement de yourte au cœur de cette région, qui est une des 21 provinces que compte la Mongolie. Cette région est essentiellement constituée de steppes, mais également de plaines, de forêts, de rivières et de montagnes. On y est accueilli dans leur campement par des familles d'éleveurs des familles d'éleveurs qui nous reçoivent, chez qui on passe à chaque fois 3 nuits en partageant leur vie de tous les jours avant de repartir à pied, 2 à 3 heures de marche, pour rejoindre un autre campement. Le second programme, d'une durée de 13 jours sur place, reprend dans sa première moitié cette alternance de petites randonnées et d'immersion dans les familles nomades de l'Arkhangai et enchaîne sur une seconde partie plus historique qui nous mène jusqu'au mythique monastère bouddhique
d'Erdenetzu, pardon encore pour la prononciation, qui a été fondé au XVIe siècle quand même, qui est un témoin de l'histoire fascinante du Karakorum, pardon, enfin, de Karakorum, pardon, pas du Karakorum. L'ancienne Karakorum, c'est le nom de l'ancienne capitale mongole. Puis on continue vers ce qu'on appelle le Petit Gobi, Bayan Gobi. Littéralement, ça veut dire le riche Gobi, mais également, donc, on le surnomme le Petit Gobi. Un peu plus au sud, et je dirais un peu plus à l'est aussi. Une région de dunes, de paysages semi-désertiques, où là encore, nous sommes hébergés sous la yourte. Donc ça, c'est nos circuits qu'on appelle, nous, circuit numéro un et circuit numéro 3. Et le troisième programme, qui s'appelle le circuit numéro 2, parce qu'il est également lui-même, enfin, il est plus dans l'Arkhangel, il est complètement dans l'est du pays. Donc celui-ci dure 3 semaines et il nous emmène jusqu'aux premières dunes du désert de Gobi. Comme je le disais tout à l'heure, pas très loin de la frontière chinoise, là où progressivement la steppe d'herbe, la steppe herbeuse se transforme en sable. C'est dans cette région que vit la minorité d'Ariganga, dans un territoire qui est encore quasiment vierge de tourisme et où vous croiserez une multitude de lacs et même des volcans qui parsèment le paysage. Paysage très très étonnant et très inattendu. Dans tous les cas, les activités des campements sont nombreuses. On joue beaucoup, on garde les troupeaux, on participe à la traite des vaches, des chèvres, des juments, des chamelles. On prépare les enclos pour l'hiver, on participe à la fabrication des produits laitiers, du feutre pour les yourtes. On apprend aussi la cuisine mongole. On va ramasser du bois pour le feu. On peut faire du tir à l'arc parfois. Prendre des cours de musique aussi. Beaucoup, beaucoup de choses. Démonter, remonter, réparer des yourtes si l'occasion se présente. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne s'ennuie pas. Voilà. Pour ce qui est de la présentation en résumé de nos 3 séjours en Mongolie, bien sûr, vous pourrez retrouver le détail de ces 3 séjours sur notre site internet et nos spécialistes de la Mongolie sont également là pour vous renseigner et vous aider à préparer votre voyage si vous avez envie d'y faire un petit tour. Voilà, il est maintenant temps donc de donner la parole à nos invités mongols. Alors donc NRL n'est pas là, je pense qu'elle ne se viendra pas. Donc d'après ce que nous disait Oulzi, donc Oulzi, il n'y a que toi pour nous témoigner. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement, nous dire qui tu es, nous parler de ton expérience avec les voyageurs de rencontres au bout du monde? Vas-y, je te laisse la parole si tu veux bien. Le micro est coupé. Il faut allumer le micro. Bonjour, je m'appelle Lucie. Je travaille avec Rencontre au bout du monde depuis 2008. Euh, je suis allée avec Michel Péroust à Dariganga et pour découvrir une nouvelle destination jusqu'à à Dariganga. Et on a choisi une nouvelle, les familles pour recevoir les touristes. Et là, il n'y avait pas c'est loin, très loin de l'amateur. C'est pour ça les touristes, ça a été très, très étrange pour les familles nomades. Et maintenant aussi, le tourisme n'est pas très bien développé à Tarekanga. Mais c'est mieux. Surtout les Mongols, ils aiment bien, surtout les hommes, ils aiment bien aller à Tarekanga. Euh, Et maintenant, c'est les familles de Dariganga, ils demandent toujours pour les touristes s'ils ils arrivent quand aussi, et ils m'appellent parfois comme ça. Voilà, c'est mon mari Baikal. Bonjour Michael. Bonjour. Bah, je suis content de te voir, hein. Comment ça se passe? Il travaille comme le chauffeur. Oui, oui, oui. Il y a Dominique qui était avec lui il n'y a pas très longtemps, là, qui est là aussi. Oui. Et Et peut-être Jackie aussi. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là, je le vois, oui. oui.
Bah merci Baïkal. Bonjour, bonjour. Oui, alors Oulzi, votre expérience, ton expérience, et puis si Baïkal a envie de s'exprimer aussi avec les voyageurs de rencontre au bout du monde, comment toi tu vis ça, cette rencontre, comment tu as, parce que toi tu habites en ville, tu es originaire de la campagne, mais tu habites en ville, si je me rappelle bien. Et comment ça se passe? C'est quoi ton ressenti par rapport à ces rencontres entre les voyageurs et les populations nomades, que ce soit à Dariganga ou de l'autre côté. Et comment toi tu fais pour justement faciliter cette rencontre? Pour moi, c'est plus facile à accompagner les touristes, les voyageurs de rencontres au bout du monde parce que je travaille aussi avec les autres agences pour accompagner les touristes, mais on va toujours aux endroits un peu très touristiques. C'est pour ça, quand on est en campement touristique, il y a beaucoup des étrangers, beaucoup des Européens. Et, mais avec les voyageurs de rencontres au bout du monde, quand on est chez les familles, il n'y a pas d'étrangères. Nous sommes toujours comme on est au bout du monde. Et aussi, les rencontres au bout du monde. Il a choisi les endroits où le tourisme n'est pas développé. C'est pour ça. C'est pour les Mongols aussi, pour les nomades aussi. C'est pour le changement culturel, pour le changement, hum, comment dire, pour, c'est bien, ils aiment bien. Et parce que c'est en hiver, les éleveurs, ils restent toujours tous les deux, mari et femme, avec les animaux. C'est pour ça, c'est en été quand ils reçoivent les touristes. Et ils sont très heureux, ils sont très contents parce que quand ils aiment bien demander comment c'est l'hiver en France, comment les animaux en France. C'est comme ça, c'est bien pour faire le changement avec les touristes, avec les voyageurs. Et Ouais, je comprends. aussi, Oui. ouais. Et aussi, ils aiment bien quand ils posent les questions, quand ils répondent aux questions, ils aiment bien. Euh, oui, ils sont très contents. Baïkal, comment lui il ressent, qu'est-ce qui lui plaît dans le fait d'être avec des étrangers? Parce que c'est aussi une aventure, c'est toute une aventure. J'ai passé du temps avec lui sans qu'on parle du tout la même langue et on s'est très très bien Ингээд entendu, c'était нөгөө très ингээд marrant. ихтэй хүмүүс хурж ирээд ингээд юм яриад ингээд яхаж чамд ингээд гадаад энэ жуулчдыг авахд ямар санагддаг вэ гэж урагшаалцдаг бол харагдсан. Би өөрөө гэсэн нэг татаа тунгай хэллэлээр ойлгоцоод амархан ойлгож тавьчихсан. C'est facile aussi pour se Хоёр comprendre тэгээд avec la geste. Avec le Dominique, quand il a reçu un Dominique tout seul à l'aéroport. Et moi, je sais pas comment il se... Avec la geste, il a dirigé, il a accompagné en Adam euh, pour, euh, pour, euh, pour les chevaux de la course. Oui, Өөр нэг хүмүүсийг нэг хахад ямар байдаг вэ нөгөө бацтыг намайг над дээр ирсэн хүмүүс надаас намайг ер нь юу гэж ойлгодог бол цаагаараа. Гэхдээ тэр хүмүүсийн ханддаг хүмүүс Тэр нь ямар байдаг гэж юм. Хүмүүс авахгүй л байдаг шүү дээ. Дэжгүй л байдаг шүү дээ. Il aime bien recevoir les touristes Өөр aussi. гоё Il est toujours content accompagner les touristes. oui. Alors, je crois que les gens sont aussi contents d'être avec vous deux, hein, en général. C'est tous les retours qu'on a, c'est toujours vraiment un grand plaisir. Et alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui sont là? Là, on est une vingtaine de personnes, euh, pour inciter les gens à venir vous rendre visite. Одоо тэгээд энэ ч ингээ бараг 20 хүн гээд энэ хуралдаанд оролцож байгаа гинэ. Тэгээд энэ хүмүүст хандаж юу гэж хэлмээр байна гинэ. Бүгдөө Монголд ирсэн юм яриаг юм. Энэ хардаа. Одоо энэ хоёроо гадтай. Доминик, Жаки байна. Тийм байна. Мама Maman. Toutes les femmes, ils sont les mamans. энэ нөгөөдх нь юм билээ. Jackie. Шаки. Oui, c'est juste parce que Baïkal,
il n'arrivait jamais à m'appeler Dominique, il m'appelait tout le temps Mama. Mama, Hmm. Mama, viens voir là, Mama, viens voir là. Marie-Claire, Oui, il y a bonjour. Marie-Claire aussi. Hmm. Oui, oui, on a des anciens et 진짜 나가 des 단지가 moins anciens. 뜨거는 Hmm. Ton micro est coupé, Marie-Claire. 우르 맨노. Voilà. Bonjour, Marie-Claire. Annie. Oh, je suis trop contente de te voir. Quand j'ai su que tu étais là, j'ai dit oui, 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 je viens. Ah, je suis très contente de te voir. Mais moi aussi, moi aussi. Mais enfin, c'est des vieux 아, souvenirs, c'est des 아, vieilles histoires. Oui, 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 mais qui sont toujours d'actualité, 어, Marie-Claire. Ouais, ouais. Ah, moi, je suis 목소리 하나 vraiment très, très. 듣고 C'est comme si je retrouvais une amie lointaine, quoi. Hmm. 나만 듣거나. Alors, qu'est-ce que, Oulzi, qu'est-ce que toi tu auras envie de dire? Ben, là, il y a des gens qui sont venus en Mongolie, mais il y en a beaucoup qui sont jamais venus. Qu'est-ce que oui, on va répondre aux questions après. Merci, Pierre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour inciter les gens à venir en Mongolie, pour leur donner envie? Bon, je crois qu'on a déjà vraiment envie de venir bon, et de Ингээд revenir pour les энэ autres. Монгол хэлмээр байгаа хүмүүс ахаа эндээс одоо 2 хүн л ирсэн байгаа байхгүй. Бусад хүмүүс нь хандаад юу хэлмээр энэ Монгол хэлээр ирээрэй гэж хэлсэн. Ирүүлсэн тул. бүгдээрээ үлций битээр тэр хүрээд тэр би гой аялуулаад аваад явнаа гэж хэлсэн. Il a dit, je suis prête à vous accompagner en Mongolie pour Oui, montrer, pour découvrir notre pays et юу лээ. Гой аялуулаад гой Нүүдэлчтэй амьдралын төвд. тий нүүдэлчтэй амьдрал үзүүлнэ. Морь уралдуулна. Гүү саа, хон ямаа саах тэгэл хорхог мархог. Би гой хорхог хийж игээд Монгол хүнтэй хорхог хийж боод хийж игээд. Chez les familles, ils préparent Хайр la cuisine pour nous, pour les oui. voyageurs et pour nous. C'est lui aussi, il est un bon cuisinier. Si vous venez en Mongolie, il va préparer un bon barbecue mongol traditionnel. Oui, oui. Alors, j'avais une vidéo et que je ne vais pas la montrer parce que il y a peut-être des végétariens parmi nous. J'ai pas envie de choquer, mais j'ai un souvenir d'un barbecue mongol qu'on a fait tous ensemble aussi. Mais alors, Baïkal, il aime bien préparer la cuisine, mais il aime bien la manger aussi. C'est un mangeur Oui, il aime bien incroyable. manger, c'est pour ça qu'il cuisine bien. Oui, 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 oui. Oui. Oui, oui. Ok. Alors, on peut peut-être, je vais donner la parole à certains anciens voyageurs, voyageuses qui sont là aussi, et puis répondre aux questions. J'avais une question déjà qui est arrivée là sur le chat. Quel jour, c'est Pierre qui pose la question, quel jour a lieu la fête nationale? Alors, tu vas nous répondre. La fête nationale, j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Grand Nadam de Oulan-Bator, il a lieu tous les ans, le 11, le 12 et le 13 juillet. Voilà. Oui. Par contre, la fête nationale, je ne sais pas quand est-ce que c'est. C'est le jour de déclaration de notre indépendance. C'est pour ça que nous, on fait la fête, un grand fête traditionnelle pendant 3 jours. C'est en ce moment on peut voir la lutte des lutteurs Oui, pendant 2 jours et course des chevaux et tir à l'arc. À oui. Ulaanbaatar, il y a un grand stade et au village, il y a beaucoup dans chaque village, il y a des petits stades. C'est là aussi on peut voir la lutte, la course et tir à l'arc. Mhm, Oui. mhm. Et Et, aussi, c'est la fête traditionnelle, c'est pour ça on habille les habits traditionnels, les dèles. et elle tombe quel jour? Quel jour du calendrier? 11, 12, 13 juillet. Donc, la fête nationale et le Naadam, c'est en même temps. Oui, c'est le Nadan, c'est la fête Je ne traditionnelle. savais Oui. pas ça. D'accord. Ok, bah voilà, j'apprends aussi. C'est très bien. Voilà, bah, je le saurai pour la prochaine fois. Non, je pensais que le Dadam, c'était une fête traditionnelle depuis tout le temps, que c'était toujours à ces jours-là. Mais alors, c'est vrai que ça tombe, c'est pour ça que ça tombe toujours 11, 12, 13 juillet. Donc nous, on cale toujours les dates de nos circuits pour que vous puissiez aller assister, si vous en avez envie, en extension pendant 3 jours avant ou après, selon la date de votre départ. Pour la plupart des circuits, vous pouvez rajouter, c'est ce que Dominique a fait cet été. En arrivant plus tôt, mais bon, elle a été accueillie, pas de souci. Les fêtes du Nadam, on a reçu plein de photos qui étaient super, qui donnaient très envie à ce moment-là.
Je vais commencer par Marie-Claire puisque tu es là. Euh, Tu peux nous raconter un peu ton histoire avec la Mongolie et Rencontre au bout du monde? Oui, ben bonjour à tout le monde. Et puis vraiment, Rosie, ça me touche beaucoup de te revoir, comme si c'était une amie lointaine. Voilà, je suis allée en 2010 en Mongolie sur le parcours de Dariganga. Et puis en 2014, missionnée par Rencontre au bout du monde pour voir un peu ce qui se passait sur le terrain. Bon, pour moi, bon, la Mongolie, ça a été ma rencontre avec un pays qui m'a touchée au fond de ce que je suis. Et je reste toujours là-dedans. J'ai de brève, hein. Vraiment, quand j'y suis allée, j'ai rencontré un peuple qui est en symbiose encore alors, je sais pas ce que c'est devenu, hein, mais qui est au niveau de la steppe en symbiose totale avec la nature. Le chamanisme y est très présent, mais dans toute sa force. Des espaces infiniment grands, puissants, je sais pas, une puissance de la nature incroyable. Et ces gens qui vivent là-dedans, un peuple très contemplatif, je trouve. Enfin, moi, je trouve que nous, occidentaux, on a beaucoup à apprendre de leur façon d'être face à cette nature, face au temps qui passe, face aux lumières qui changent. Moi, j'ai beaucoup aimé rester assise. Je suis pas connue pour être inactive, donc d'être assise près d'une yourte et de regarder les couleurs de la steppe changer. J'ai trouvé aussi ce voyage, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses auprès de ce peuple qui est peu loquace quand même, mais qui a une présence humaine très forte, je trouve. Je pense aussi que les voyages qu'on fait sont très intéressants pour les gens qui vivent en steppe. À l'époque où j'y suis allée, quand même, cette vie en steppe était assez dévalorisée par rapport à la ville. Et je trouve que valoriser les savoir-faire de ces personnes, parce que quand on vit au quotidien avec les gens en yourte, on fait des choses qu'ils font. Et nous, occidentaux, on n'arrive pas à les faire, alors qu'eux, ils trouvent ça normal. Et je Hmm. trouve que ça les renvoie à des choses au contraire, qui les valorisent. On dit, on devait tresser avec des lanières de peau de cheval, faire des cordes. Et ben nous, on était nuls, on n'y arrivait pas, ils rigolaient, mais pour eux, c'était tellement simple. Et ça, voilà, j'ai des paysages à couper le souffle. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est que nous, on était dans un vieux camion de l'époque soviétique. On roulait dans la steppe, jamais on se perdait. Enfin, ça ressemble un peu aux gens qui se situent dans le désert. Voilà. Quand même, pour aller en Mongolie, il faut pas être végétarien. Mais voilà. On a, Voilà. on a, on a des végétariens hein, et on trouve des solutions. Hein. Oui. Mais bon, c'est peut-être pas vraiment facile. Ce que je voulais dire aussi, Il y a c'est Jackie qui approuve. bon, je sais pas comment vous avez fait. Bon, Je vous donne la parole juste après, Jackie. et puis pour terminer, donc donc j'ai été envoyée en mission là pour voir un peu comment ça se passait sur le terrain en Mongolie. Je trouve que cette expérience, elle est vraiment ce qui m'a vraiment le plus marqué, parce que d'abord on n'est plus accueilli en touriste. Donc avec Woolsey, on a travaillé en binôme. Enfin, c'était, enfin, pour moi une expérience dont j'ai un souvenir fort. Je trouve que c'est intéressant que régulièrement Rencontre au bout du monde aille sur le terrain. Parce que d'abord parce qu'on est là avec les gens, on est avec Woolsey dans ces situations qui sont quelquefois pas toujours simples, mais qu'on peut pas comprendre par téléphone. Et puis, on est avec les familles. Moi, j'ai fait des réunions avec les familles qui nous renvoyaient des choses euh, qu'on pouvait pas imaginer sur ce qu'elles ressentaient, sur ce qu'elles vivaient avec nous, et prendre le temps d'échanger et puis avec sur ce qui allait pas, et nous on n'aurait jamais pensé. Voilà. Je me suis aperçue que les femmes mongoles avaient une très grande puissance de parole, elles savaient prendre leur place, les hommes étant quand même, il faut le dire, assez souvent alcoolisés. Et donc, j'ai découvert cette force féminine. Et puis, voilà, et puis aussi, ça nous a permis de monter des projets ensemble à partir de la parole des Mongols, de les suivre aussi. Et pour moi, vraiment, ça a encore plus ancré une espèce de filiation profonde que j'ai avec ce pays. Voilà. Merci, Euh, Ouzi. Merci, merci. En tout cas, ce que tu dis reflète bien l'esprit de Rencontre au bout du monde aussi, à savoir que
Tout d'abord, une personne qui part avec nous peut ensuite s'impliquer dans l'association. On est une vraie association avec un vrai fonctionnement associatif. Marie-Claire a été membre du conseil d'administration après avoir voyagé avec nous comme cliente, il faut le dire comme ça. C'est le cas de Dominique aussi, qui est aujourd'hui à nouveau membre du conseil d'administration, qui travaille sur d'autres destinations avec nous, qui d'ailleurs, lors de son voyage aussi, nous a fait quelques retours, même hier, des corrections à apporter sur le site internet et des choses comme ça. Donc voilà, le voyageur peut aussi, s'il en a envie, s'impliquer. Puis dans ce que tu évoquais aussi, tu parlais des projets. On a soutenu, oui, on soutient avec le Fonds de développement de Rencontres au bout du monde des projets qui émanent, qui viennent de la population. C'est pas facile parce qu'on veut pas soutenir et donner de l'argent n'importe comment. Donc on a des critères pour soutenir des projets. Bon voilà, mais en tout cas, ça fait partie évidemment du tourisme équitable, dit tourisme équitable et solidaire. Jackie, je suis content de vous voir parce qu'on a échangé, mais je crois que je vous ai jamais vu. Je me rappelle plus en tout cas. Je vais vous donner la parole si vous avez envie de témoigner de votre voyage qui était donc cet été. Je sais pas, parlez de vos meilleurs souvenirs et puis peut-être des plus mauvais aussi. Eh ben, bonjour à tout le monde. Il n'y a aucun mauvais souvenir. Tout s'est très bien passé. Et grâce notamment à Woolsey, qui est extraordinaire et qui fait un duo avec Baïkal très complémentaire. Donc, on s'est régalé. La chance qu'on avait d'une certaine manière, c'est qu'on n'était que deux voyageurs. Donc, deux voyageurs plus Woolsey et le chauffeur. On est quatre dans une voiture. On est toujours ensemble quand on se déplace. Et on a eu l'impression de vivre en famille tout le temps. Voilà, pour moi, c'est comme si c'était une famille. Et ils ont une acclimatation aux endroits où on passe qui est extraordinaire, où ils y participent à toutes les tâches de la famille. Baïkal aussi, ils ont un peu chacun leur spécialité, on va dire. Et puisque le problème a été abordé tout à l'heure, moi je suis végétarien, et c'est toujours un peu ma crainte quand je voyage, et j'avais déjà eu cette crainte en Argentine. Eh bien, tout s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que les femmes résolvent tout ce qu'il y a à résoudre. Et donc, elles m'ont gâté au niveau culinaire. Je peux témoigner que sur 15 jours, chez quatre familles, je n'ai jamais mangé deux fois la même chose, de la Waouh. même manière en tout cas. Donc, toujours bien des légumes et cuisiné de, dans deux marmites, on va dire. Et la viande était ajoutée aux légumes pour ceux qui mangeaient de la viande. Voilà. Et Baïkal, qui est très, très viandard, et ben a beaucoup contribué à me faire des menus végétariens. Voilà. Waouh. Fantastique, formidable. Et sinon, enchanté, hein, le fait d'être 3 jours d'affilée dans quatre familles différentes, c'est une très bonne formule, surtout que quand on quitte la première fois la première famille, on se dit au revoir et adieu comme si on n'allait jamais se revoir. Et en fait, ils sont plus ou moins cousins, voisins, même si c'est à 15 kilomètres les uns des autres. Et on les retrouve quelques jours plus tard. Tout le monde passe nous dire bonjour, pas spécialement pour nous d'ailleurs, hein, c'est leur façon de fonctionner. Ils ont une vie communautaire assez intense, l'été en tout cas. Et puis, il y a ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il y a des enfants partout parce qu'en été, c'est les vacances et les enfants de la capitale viennent dans les familles, dans la steppe, et ça contribue à une animation et à une participation aux tâches. Moi, j'ai des souvenirs d'être parti avec des petites chevrières, comme Manon des Sources, chercher le troupeau dans un canyon. Et il y a beaucoup de joie, même si on ne peut pas se parler vraiment. Eh bien, ça se passe très, très bien. Et les enfants contribuent énormément à l'ambiance et à l'acclimatation, on va dire. Parce qu'il y a une famille où il n'y avait pas d'enfants et on a vraiment senti la différence. Et notamment, d'ailleurs, aussi au niveau de la mère de famille, si je puis dire, puisqu'il n'y avait pas d'enfants. Euh, Elle portait toutes les tâches toute seule. Il n'y avait personne pour l'aider. Donc, elle a été très contente que Woolsey soit là, enfin, nous tous pour aider à notre manière et selon nos aptitudes à ce genre de tâches. Mais ça fait une super ambiance. Voilà.
Et Jackie, vous étiez parti avec nous au Kyrgyzstan hein, il y a quelques années, si Oui, je ne me trompe pas. c'était Alors, pas complètement avec vous, mais on était joints à deux associations pour un groupe, ouais. Oui, 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 parce on collabore avec un autre membre de notre réseau, ouais, de la TES, hein, du Tourisme ouais. équitable et solidaire. Alors, c'est vrai que comme ça, sur le papier, ça pourrait se ressembler, mais en fait, moi, je trouve que ça se Ah ressemble pas non. du tout. Et pourtant, c'est des peuples qui sont vraiment de la même origine. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par Bah, les formules n'étaient pas du tout les mêmes. Là, on était vraiment dans des familles. Et le côté randonnée, il faudrait d'ailleurs le dire, que moi, je vis en montagne, hein, je suis toujours à marcher, je suis un piéton sur la planète. Au niveau des marches, c'est vraiment maigre, entre guillemets. Oui. Et je me suis régalé de partir tout seul me balader sur les collines qui étaient devant nos campements. Par contre, au Kyrgyzstan, moi, je suis parti en itinérance. Et Oui, donc, c'était un trek, hein, c'est dans le Pamir. on était Mm. très peu dans les familles, mais on est parti avec des chevaux Mhm. pendant 10 jours. Euh, Extraordinaire, un souvenir fabuleux aussi, avec la chance d'avoir aussi une très bonne météo, comme là, on a pu avoir en Mongolie. Donc, ça contribue énormément. Il n'y a pas de jour où on a été dans l'inconfort, on va dire. Oui, c'est vrai, en Mongolie, celui-ci est quasiment le seul, enfin quand on est dans l'Arkhangaï où on va marcher, mais on marche très peu, c'est pas un trek, c'est pas présenté comme tel, et en même temps, la progression à pied, c'est aussi une bonne chose plutôt que de prendre une bagnole et d'aller d'un camp à l'autre, parce que les paysages sont finalement pas toujours exactement les mêmes, les lumières changent beaucoup, et puis c'est aussi un moyen d'arriver progressivement chez des gens. Voilà, la marche est plus un moyen pour aller d'un endroit à l'autre que un objectif en soi. Puis Sauf, arriver chez quelqu'un à oui, pied qui nous voit de loin, et oui, et arriver oui, et oui, tranquillement, et oui, ça n'a pas de prix, quoi. Ça bien sûr. suspend le temps. Bien sûr, bien sûr. Dominique, bon, toi, tu as l'habitude de nos voyages, Oui. tu en as fait un certain nombre, donc les conditions d'hébergement, c'est un peu spartiate en Mongolie, tu vas nous expliquer ça, par rapport à d'autres où c'est peut être mieux ou moins bien. Mais bon, on ne demande pas aux familles d'aménager des yourtes spécialement pour les voyageurs, donc ils nous libèrent de la place, ils nous mettent des lits parfois. Mais disons que c'est aussi les endroits où ils habitent, hein. C'est pas des camps d'yourtes pour touristes, hein, comme il y en a pas Alors, mal. j'apporterai Oui, un petit bémol quand même à ce que tu dis. tu vas me dire. Et Alors, j'avais une autre ouais, question aussi à te poser, et puis oui, comme ça tu vas pouvoir répondre aux deux. La question de oui, la barrière de la langue, aussi oui. pour communiquer. Vas-y. Alors, bah, je vais commencer par la barrière de la langue. Quand on a Oulzi avec nous, il n'y a aucun problème. Parce que Oulzi, d'abord, elle est extraordinaire, comme dit Jackie. Elle est toujours là. Elle est multitâche, multifonction, parce qu'elle aide beaucoup les familles, ça c'est vrai. Elle fait beaucoup de choses. Ça va de la cuisine à la traite, etc., des animaux. Et elle est toujours présente et à notre disposition pour traduire, pour être là. Et puis Baïkal, ben, même s'il ne parle pas le français, c'est incroyable parce qu'avec lui, on arrive aussi à communiquer avec les familles parce qu'il les connaît bien, toutes ces familles, et il fait un lien tout le temps. Euh, Dès qu'il y a une activité intéressante pour nous, il nous appelle Mama, viens, Mama, Mama, machin. Il nous appelle pour participer à des choses Formidable. si Rouzy n'est pas dans le coin. Donc, sur la communication, il n'y a vraiment aucun problème. Vraiment aucun problème. Quant aux conditions, bon, moi, je ne suis pas très difficile, mais je ne dirais pas que c'est spartiate. D'abord, la yourte où nous, on dort, c'est pas une yourte qui nous libère. En général, ils ont une yourte un peu dédiée pour ça. Ah bon. Hmm. Oui, oui, oui. Enfin, Jackie dira s'il n'est pas d'accord avec moi, mais c'est un peu une yourte dédiée pour ça, qui leur sert un peu peut-être de stockage quand il n'y a personne ou quoi. Il y a des lits. Alors, il faut reconnaître que les matelas sont vraiment pas de bonne qualité, c'est dur. Donc, quelqu'un qui aurait un peu des problèmes, il peut prendre un petit matelas autogonflant en plus, C'est ce voilà. qu'on conseille. Hmm. Voilà, et puis si tu veux, tu amènes ton oreiller si tu es un peu difficile. Et puis le sac de couchage indispensable, ça, tu avais raison, Patrick, parce que contrairement au Kyrgyzstan, où ils nous fournissent les couvertures, on dort par terre et ils nous fournissent les couvertures, là, effectivement, mais en dehors de ça, on est tout seul dans notre yourte, c'est des yourtes de 5-6 lits. Bon, là, on était deux, c'était royal. On a toujours un point d'eau, en général dans la yourte ou parfois à l'extérieur chez Touya, mais on a toujours de l'eau pour se laver, il suffit de demander. Euh, et on dort au sec, au chaud. Les nuits qui sont fraîches, ils nous mettent du chauffage parce qu'il y a toujours un poêle dans la yourte.
Enfin, moi, je trouve que c'est pas si spartiate que ça, hein. Enfin, voilà. Ça dépend de son seuil Ça de dépend de son tolérance. niveau, voilà. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de douche. Il y a des toilettes, c'est des toilettes à la turque, mais qui sont assez éloignées du campement pour des raisons d'hygiène, qui sont propres. Ça reste des toilettes à la turque dans la nature, mais quand tu es dans la nature, que tu as un paysage extraordinaire devant toi, que demander de mieux? Enfin, je veux dire, c'est, voilà, bon, ça reste comme des conditions de camping pour les toilettes, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est pas. Moi, je trouve que l'énergie qu'il y a, c'est peut-être lié à la forme, aux matériaux, etc. L'énergie qu'il y a quand on est à l'intérieur d'une yourte. Bah, tu es comme dans une maison, en fait. Tu Oui, mais il y a es un à côté, l'abri, il y a un côté cocon. Il y oui, a oui, oui, la forme ronde, le ah fait que oui, ce soit végétal, naturel, excuse-moi. naturel, oui, oui. Voilà, On se sent bien quand on c'est est dans la animal, c'est pas yourte. végétal, c'est de la Tu laine, hein. fermes la porte le soir. On a toujours eu de la lumière, alors soit des batteries solaires, une batterie qui nous branche ça le soir, mais on a toujours eu de la lumière. On est bien, enfin, pour moi, ça n'a posé aucun problème. Et puis, alors, ce qu'il faut dire, c'est l'accueil. Alors, c'est dû à leurs conditions de nomade, ce que tu expliquais au début, mais dès qu'on arrive, voilà, dès qu'on arrive, on est chez nous. Moi, je me souviens, une des premières familles, euh, bon, ils vivent beaucoup dans ce que j'appelle, moi, la yourte cuisine. C'est-à-dire, c'est là où il se passe beaucoup de choses. Ils rentrent, ils sortent toute la journée, même s'ils ont une autre yourte à côté pour dormir et qui est plus une yourte un peu séjour ou quand ils ont des invités ou des gens de passage, ils les reçoivent là ou parfois dans la cuisine. Et puis la première fois que j'ai voulu aller moi toute seule dans la cuisine, j'ai bêtement toqué à la porte avant de rentrer par politesse comme on fait chez nous. Et on m'a dit, mais t'as pas besoin de toquer, t'es chez toi. À partir du moment où on est installé dans le campement, on est chez nous, on rentre comme on veut, on fait partie de la famille. Hmm. Voilà, et on se sent tout de suite intégré. Et on a eu des relations incroyables avec toutes ces familles. Enfin, et je rejoins Jackie sur la présence des enfants, je te l'avais déjà dit. C'est vrai que l'été, leurs enfants qui sont en pensionnat dans la petite ville la plus proche sont là, les aident beaucoup d'ailleurs, tous, hein, du plus petit au plus grand. Les petits-enfants ou voilà, qui sont en ville ou des cousins ou des cousines viennent aussi passer les vacances voilà, dans la steppe. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants un peu partout. Même dans la dernière famille dont parlait Jackie, il y avait la grand-mère qui dormait dans une yourte à côté et elle avait tous les petits-enfants qui dormaient dans sa yourte et on a eu aussi des contacts avec ces enfants-là, peut-être un peu moins, mais et qui aidait à participer à la traite des animaux, à ramasser les bouses des animaux pour le feu. Voilà. Et dès qu'il y a une activité, alors ils sont toujours intéressés par nos questions, comme disait Olzy, et ils ont à cœur, on sent que c'est pas quelque chose de programmé, il faut faire ça, faire ça aux touristes. Ils ont à cœur de nous faire partager leurs tâches. C'est-à-dire que voilà, ils aiment bien nous expliquer comment on fait le yaourt, comment on fait le fromage. Venez voir la traite avec nous. On a cordé on a tressé des cordes en crin de cheval. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on a fait avec du cuir. On a ramassé les bouses, aller chercher de l'eau à la rivière, aller chercher les troupeaux, aider à rassembler les troupeaux le soir, ce qui n'est pas une mince affaire parce que les bêtes partent dans tous les sens et des fois, je pense qu'on est un peu contre-productif, mais c'est pas grave, on participe. Euh, Franchement, moi, de tous les voyages que j'ai fait avec Rencontre au bout du monde, c'est certainement le voyage où j'ai le plus ressenti la notion d'immersion. Oui, c'est un des plus immersifs, c'est sûr. Ah ben, Ouais. et pendant les 12 jours où on était dans la steppe, on n'a pas croisé un seul touriste et on avait ce sentiment d'être vraiment au bout du monde, vraiment notre petite famille, comme disait Jackie. Et moi, j'étais vraiment, c'est ce dont je rêvais et je n'osais pas espérer que ça puisse être comme ça. C'était vraiment magique. Et alors, pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir en juillet, je recommande vraiment de partir un peu plus tôt et de participer au Nadam, d'assister à ces fêtes, voilà, course de chevaux, le tir à l'arc, la lutte, parce que c'est une ambiance particulière et tous les Mongols à Ulaanbaatar se mettent sur leur 31 avec les habits traditionnels et ça, c'est très différent. C'est une expérience quand même particulière. Alors, on a aussi des dates de départ
qui sont faites pour partir avant le Nadam et se terminer Voilà, par le Nadam. et On a les deux, en terminé fait, par le hein. Nadam. Voilà. Mais c'est Ah, vraiment une. merci, Et je me merci. suis très bien sortie de mes 3 jours avec Baïkal. Voilà, même si on ne parlait pas la même langue, il a été adorable et on a bien réussi à se comprendre. Ouais, mais merci pour vos super témoignages. Alors, est-ce qu'il y a des... Et alors, à Oui, propos pardon, de oui, projet, vas-y. puisque tu réexpliqueras, mais je Non, te je te laisse laisserai faire, je te expliquer la laisse faire, je forme. te laisse faire. Bah, en fait, quand on prend un voyage chez Rencontre au bout du monde, il y a une partie de l'argent qu'on verse qui va sur un fonds de développement et qui sert à financer des projets au profit des familles qui nous reçoivent. Et il se trouve que j'avais un tout petit peu la mission, comme il y a un peu d'argent sur le fonds de développement Mongolie, de demander aux familles quels projets elles avaient envie voilà, de voir éclore. Et il y a une idée de projet qui est venue d'une des familles, et il se trouve que euh, Battelroud, donc de cette famille, nous a accompagnés à pied à la famille d'après. Et il était tellement à fond dans son projet qu'il en a tout de suite parlé à la famille où on est arrivé. En plus, la première famille est venue nous rendre visite pour nous dire bonjour. Et c'est improvisé une réunion là des 4 familles où ils ont discuté de ce projet avec Jackie, nous, Ouzi et tout. Et c'était très intéressant parce qu'on a assisté à cette discussion entre les 4 familles sur la pertinence ou pas de ce projet. Et ça, c'est un truc incroyable, quoi, de vivre ça. Enfin, c'était intéressant voilà, de participer à la jeunesse d'une idée de Mhm. projet. Et ça, c'est bien l'esprit de Rencontre au bout du monde. Tout à fait, tout à fait. Et pour les randonnées, alors, moi, je suis à l'inverse de Jackie. Je suis une bonne citadine, pas du tout randonneuse, et je m'inquiétais de ces randonnées, d'aller à pied de famille en famille. Et notamment, le premier trajet était à peu près de 24 kilomètres. Et moi, je ne me sentais pas de faire les 24 kilomètres. Alors, je rassure les gens éventuellement comme moi, ce n'est pas un frein, puisque nos bagages sont transportés par Baïkal en voiture d'une famille à une autre. Donc, si à un moment, vous ne vous sentez pas de faire une partie à pied, vous pouvez toujours prendre la voiture comme un bagage. Donc, il ne faut pas que ça vous empêche de partir sur ce voyage. Mais les 2 autres randos que j'ai faits, c'est vrai que c'est magique. D'abord, c'est toujours mieux d'arriver à pied, ça c'est clair. Et les paysages sont très, très beaux, magnifiques. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, il y a une question de Pierre. Oui, qui pose la question, est-ce qu'on peut aller à l'extension, enfin, participer à l'extension Oulan-Bator, pardon, du Grand Nadam de Oulan-Bator sur les 3 circuits? Réponse oui. Et en plus de tout, je dirais qu'on peut aménager les dates de départ tant qu'on n'a pas un groupe constitué, figé sur une date. On peut très bien, si vous avez une date qui vous correspond pas, mais quelques jours près, on peut la modifier, une semaine, on la modifie pour que ça, et notamment pour que ça colle par rapport à ça. En tout cas, sur le site, je crois que sont identifiés les départs qui déjà sont collés au Grand Nadam de Oulan-Bator. Il me semble qu'au niveau des dates, c'est écrit, si je me rappelle bien. Enfin, en principe, ça devrait l'être. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des gens qui sont jamais partis, que vous avez envie de poser soit à Oulzi, soit à Baïkal, soit à des anciens voyageurs? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont parties avec nous déjà en Mongolie et qui auront envie de témoigner. Je vois pas tout le monde, j'ai pas tous les noms. Donc, je vous laisse la parole s'il y a des questions ou d'autres témoignages. On vous écoute, les unes, les uns et les autres. Il faut penser à allumer, à activer vos micros si vous voulez prendre la parole parce qu'ils sont switchés par défaut. Alors, apparemment, il y a pas de témoignage parce que j'entends personne qui prend la parole. Bon, alors moi, je voulais aussi poser une question alors, avant de terminer à Oulzi et à Baïkal. Euh, c'est des questions. Ah, il y a une question qui arrive, Angèle, je vais la poser après. Ah ben, c'est un grand coucou à Oulzi. Voilà, Angèle partie en 2017. Oui, la question que je voulais poser, Oulzi et Baïkal, c'est une question un peu personnelle. Vous habitez en ville, mais vos familles, je crois en tout cas pour toi, Oulzi, sont des familles de la steppe, de la campagne. Comment vous vivez ce passage d'une origine
campagne, d'une origine, je ne sais pas si c'était des nomades ou pas, à cette vie dans cette très grande ville qui est Oulan-Bator, qui est une ville en expansion permanente, hein, très étonnante d'ailleurs quand on la voit, parce que une grande partie des banlieues sont couvertes de yourtes de toutes les couleurs. Enfin, c'est très impressionnant. Une ville aussi très polluée. Je ne sais pas si vous avez suivi ça dans l'actualité de Rencontre au bout du monde, mais on soutient un projet, on contribue à un projet du GERES, hein, qui est une grosse ONG qui travaille sur la solidarité climatique, justement pour l'amélioration de la qualité de l'air à Oulan-Bator. Donc c'est une toute petite contribution, ce qu'on peut faire nous par rapport à l'énormité du problème. Mais en tout cas, voilà. Donc Oulzi, Baïkal, comment vous, en tout cas toi Oulzi, qui est d'origine de la campagne, tu vis ce passage de la ville à la campagne, de la campagne à la ville? J'habite maintenant à Ulaanbaatar, mais quand j'étais petite, j'ai habité avec mes parents au centre d'administration administrative d'Aïmak. C'est-à-dire, c'est au village. Et dans chaque Aïmak, il y a une grande ville que les autres villages. C'est là, moi, je suis habitée. C'est pour ça, moi, je savais pas avant passer la vie chez les nomades, comment ils préparent des produits laitiers, traire les vaches, etc. Et maintenant, j'habite à Ulaanbaatar, mais oui, il y a une grande pollution à Ulaanbaatar. Euh, Mais la moitié de la population de la Mongolie, ils habitent à Ulaanbaatar. Hmm. Parce que c'est ici, il y a beaucoup d'universités, il y a des travails. Parce que c'est Mhm. à la campagne, trouver un travail, c'est un peu compliqué. Et surtout les nomades, ici, ils n'ont pas des animaux, c'est pas possible à la campagne. C'est pour Mhm. ça qu'ils arrivent ici, à Ulaanbaatar. Et les éleveurs, ils préfèrent envoyer les filles aussi pour ces études parce que ils, euh, ils pensent que si un jour, à cause du climat, à cause de zout, ils perdent tous les animaux, euh, ils ne peuvent pas rester à la campagne sans animaux. C'est pour ça, si les enfants, si les filles, ils ont les métiers, il faut trouver un travail. Mais si le garçon, il peut travailler sur la construction, son métier, il peut trouver le travail. C'est pour ça il Mhm. envoie toujours les filles en ville. Et tu peux expliquer ce que c'est que le zoud? Zout, c'est s'il neige beaucoup, c'est à la campagne. Tu sais, c'est dans la steppe, un grand espace. S'il neige, attend même jusqu'à la moitié des yourtes ou bien c'est 20 centimètres, 30, 50 centimètres de la neige. C'est impossible pour passer dans la neige. C'est pas, c'est très dur pour les moutons et chèvres aussi. Voilà, c'est ça. C'est un phénomène climatique qui arrive régulièrement et qui fait que Ouais. les troupeaux, les animaux ne peuvent plus gratter la neige parce qu'il y a trop de neige, et ça peut décimer des milliers et des milliers d'animaux qui vont mourir à cause de Oui. ça, tout simplement. Oui. Et ça arrive de plus en plus souvent, ou ça a toujours été comme ça régulier? Oh, c'est une fois tous les. Avant, c'était pas beaucoup, mais maintenant, oui, il y a 2 ans aussi, il y avait des urnes, il y avait beaucoup de gens, surtout les nomades qui habitent à l'Est, ils ont perdu beaucoup des animaux. Oui. C'est une famille qui reçoit les touristes de Derrekanga et son mari, il est mort et la dame, il habitait avec 2 enfants. Et alors, ils ont perdu tous les animaux, presque tous les animaux à cause des autres. C'est pour ça maintenant la dame, il est arrivé à Ulaanbaatar et elle travaille dans une boulangerie. Pardon, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Merci en tout cas pour ces explications. Y a-t-il des questions à nouveau, ou toujours pas, ou des témoignages? Ben, moi, Oui, vas-y, Jackie. je Oui. profite là de ce qu'on a parlé d'Oulan-Bator.
pour rassurer ceux qui aimeraient partir, parce que on a une petite appréhension parce qu'on sait que c'est une des villes les plus polluées, etc. Et en fait, en été, comme les chaufferies au charbon ne fonctionnent pas, nous, on a eu un ciel bleu magnifique. Oui. Et c'est très agréable comme ville quand on n'a pas à conduire comme Baïkal a pu le faire, parce que l'entrée et la sortie de Ulaanbaatar, c'est assez catastrophique au niveau de la circulation. Mais en tant que piéton dans le centre et à visiter des musées extraordinaires où il n'y a pas grand monde, très peu de personnes, et moi j'ai eu la chance d'être avec Woolsey une journée à visiter des musées d'art, musée des beaux-arts, musée d'art, galerie d'art moderne, etc., mais qui sont avec les artistes, enfin des œuvres d'artistes vivants et anciens, mais vivants aussi, avec des beautés et pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre dans le centre à pied très facilement. Et surtout par rapport à là où on était logé, qui était l'hôtel était très très bien situé, d'ailleurs un très bon hôtel, très confortable. Donc, on en a entendu encore parler cette semaine-là de ce qui se passe à Ulaanbaatar avec la pollution. L'hiver. Justement, avec ce qu'Oulzi a dit, vu les températures qu'il y a, ça doit fonctionner à fond, les chaufferies. Et puis Mais, la et pression est haute, donc si on s'y voilà. prend bien et guidé par Woolsey, c'est une ville, c'est très agréable d'y passer 2, 3 jours. Voilà. Très bien, bah merci. Écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, il me reste à vous remercier toutes et tous. Angèle, merci pour tout. Quelle température en Hein. juillet? Bah, Bon, il fait très bon, hein. c'est très agréable, oui, oui. Oui, oui, L'été, ça va très bien, il oui. peut faire chaud, mais moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu trop chaud. Non, il faisait très bon, 25. Voilà. Il fait il commence Et à faire puis, frais en septembre. oui, et puis dans la steppe, alors on a dû avoir de la chance, je pense, parce que je me souviens. Ah, si, on a eu une journée de pluie là sur une rando là, mais bon, en partie. Mais alors, c'est un voyage où j'ai souvenir d'avoir vécu dehors tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a même des familles où on a mangé tout le temps dehors. On a eu un ciel bleu tout le temps. Dans la journée, t-shirt, short, t-shirt, température très très clémente, pas caniculaire, des nuits fraîches, on dort bien. Vraiment une météo en juillet. On y était en juillet, une Hmm. météo idéale. Ok. Une autre question de Delphine, plus générale sur vos voyages. Si on voyage seul, peut-on intégrer un groupe? Oui, alors bien sûr, on propose des dates de départ qui peuvent bouger en fonction des disponibilités des uns et des autres. S'il n'y a pas encore des gens engagés sur une date, hein. On peut créer des dates et on peut aménager des circuits aussi, des séjours sur mesure, donc pour un petit nombre de personnes. Enfin, tout cas, il n'y a jamais beaucoup de monde, hein. Les voyages en Mongolie, ils sont limités à 6, hein. Donc, c'est jamais des grands groupes, hein. C'est vraiment, vraiment un principe chez Rencontre au bout du monde de ne pas avoir des grands groupes, et particulièrement en Mongolie. Mais voilà, sur toutes les destinations, vous pouvez évidemment intégrer des groupes qui se constituent au fur et à mesure des inscriptions, avec un nombre limite de participants. La plupart du temps, ils sont garantis à partir de deux, mais souvent à deux, ça commence à faire cher. Donc, plus il y a de monde, moins c'est cher. C'est normal. Il y a des frais qui vont se diviser par le nombre de personnes. Donc voilà, réponse à Delphine. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Donc j'avais commencé. Ah, s'il y en avait d'autres. Chaque fois que je commence à remercier, c'est très bien. Témoignage très intéressant. Bah, merci, merci à vous. Lolek, je vois Lolek, mais je sais pas, je connais pas le nom. Merci à Oulzi, merci à Baïkal aussi d'avoir pris le temps d'être avec nous. Et à toute l'équipe de Rencontre au bout du monde aussi pour leur engagement, leur professionnalisme. Merci aux bénévoles. Donc l'équipe, c'est Canel, c'est Liana, Maëlys et Clémence. Je vous informe que sur la chaîne YouTube de Rencontre au bout du monde, vous pouvez retrouver la playlist avec tous nos webinaires. Celui-ci, vous allez recevoir le lien dans pas très longtemps, dans l'après-midi. Voilà, je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, jeudi prochain, donc 11 décembre, à la même heure à midi, pour aller voyager
au Kirghizistan, qui est notre autre destination d'Asie centrale, hein, destination historique aussi, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on va au Kyrgyzstan. Si vous souhaitez participer et que ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire. Vous allez recevoir aussi un mail avec le lien, ou sinon vous nous questionnez. Voilà, bah, au revoir à tout le monde. Bonne nuit à Ulzi et à Baïkal. Bon appétit aux autres si vous n'avez pas encore déjeuné. Et à très très bientôt. Au revoir, Au Oudzi, revoir. Belkal. Au Au revoir. au Kalat, revoir. Mama.